Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi. De retour dans le studio des 104.5 dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Dans notre studio, on reçoit aujourd'hui Monsieur Cyriaque Mvouranjami, qui est le directeur de cabinet au cabinet politique du distingué camarade président du Parti démocratique gabonais. Vous le savez, demain dans Libreville, le Parti démocratique gabonais va fêter son anniversaire, un anniversaire de plus, le 12 mars, qui est une date mémorable dans l'histoire politique de notre pays. Et à cet effet, vu les mouvements qu'il y a au sein de ce parti, nous avons donc demandé à notre invité de revenir dans notre studio pour discuter avec lui sur quelques questions. Bonjour Monsieur Cyriaque. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci moi. Voilà, on s'était déjà entretenu dans ce studio et vous êtes au cabinet politique du président de la République, qui est aussi distingué camarade de votre parti. Est-ce que après tout ce qui se passe, qui se sont passés ces dernières heures, à la veille de votre 48e anniversaire, c'est ça? Tout à fait. Voilà, on peut dire que tout va bien au sein du PDG. Je voudrais également, dans un premier temps d'entrée de jeu, remercier une fois de plus Urban FM pour l'opportunité qu'il nous donne toujours de pouvoir s'exprimer et clarifier l'opinion publique, notamment celle des militants du Parti démocratique gabonais. Pour répondre directement à votre question, il faut le dire avec beaucoup d'enthousiasme que le Parti démocratique gabonais se porte à merveille et que les festivités qui seront de manière conjointe célébrées avec la tenue également du congrès extraordinaire qui va avoir donc l'investiture à la magistrature suprême du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba pour briguer la présidentielle de 2016. Du point de vue de l'organisation, tout est au beau fixe parce que la procédure au regard de l'article 70 et 72 des statuts du parti prévoit que dans ces conditions, lorsqu'il y a un candidat qui déclare se porter comme candidat du parti à l'élection présidentielle, cette candidature est examinée par le comité permanent du bureau politique du parti. Ensuite, si cette candidature est validée à ce niveau-là, il y a une résolution de recommandation qui est faite au niveau du bureau politique, qui, à son tour, si la candidature est validée également à ce niveau-là, il y a une motion de résolution qui recommande donc aux conseils provinciaux de se tenir. Et donc, toutes ces procédures-là ont été suivies selon les statuts du parti. Il reste donc la dernière ligne droite, donc la dernière étape qui voit le congrès national d'investiture et qui sera donc jumelé avec la célébration du 12 mars. D'accord, moi je voulais savoir, la déclaration de candidature n'a rien à voir avec l'investiture. C'est deux choses différentes. Oui, parce qu'on ne peut pas investir justement un candidat qui ne s'est pas déclaré, parce que la déclaration est une décision, une motivation personnelle. L'article 29 dit que le président de la République, s'il est pédégiste, est de facto président du parti. Et que le président du parti, qui est donc l'unique candidat du PDG, n'est-ce pas, à l'élection présidentielle. Mais il faille que celui-ci se déclare lui-même volontairement candidat à porter les couleurs du parti justement à l'élection présidentielle. Donc, une chose est de se déclarer candidat, une autre est donc d'être validé et investi par l'ensemble des militants de la formation politique qui est le PDG. Si tout est aussi clair, M. Mvouranjami, dans les textes, si tout est aussi clair pour tous les militants, pour tous les dirigeants et les têtes du Parti démocratique gabonais, d'où viennent alors les mésententes qu'il y a en ce moment? Parce qu'on ne peut pas passer à côté de ça. De quelle mésentente voulez-vous parler? D'où vient le fait qu'aujourd'hui, on est maintenant deux PDG? Le PDG normal et ceux qui... Il a fait une déclaration hier en disant qu'il se revendique d'un héritage du PDG. Voilà. PDG, héritage et modernité. On en vient donc. Vous savez, héritage et modernité fut avec le Mogabo des courants qui se sont créés au sein du PDG. Et je voudrais vous faire le narratif de savoir que ce n'est pas la première fois qu'il y a des courants au sein du PDG. Il vous souviendra que nous avions connu dans le temps
d'autres courants qu'on appelait les rénovateurs, les appelistes, par exemple. Et une décision à cette époque-là avait été prise, celle de suspendre justement, de dissoudre plutôt les courants au sein du PDG pour garder le caractère unifié de la formation politique. Pour revenir donc à héritage et modernité, tout comme le Mongabo, ce fut des courants qu'on a connus récemment. Alors, à la suite des mésententes ou de l'antagonisme avéré sur le terrain, sur l'échiquier politique de ces deux courants, une commission ad hoc de discipline avait été mise en place, qui était dirigée placée sous la responsabilité des camarades Michel Essongué et Paul Biegomba, qui sont tous membres du comité permanent du bureau politique de notre parti. Donc cette commission, avec d'autres camarades, avait donc œuvré pour recevoir et écouter, conseiller, n'est-ce pas, les deux partis. À l'issue des résultats donc de cette commission ont été portés à l'attention du distingué camarade président et du comité permanent du bureau politique. Alors la décision fut de dissoudre, une fois de plus encore, comme dans le passé, ces courants-là. Les deux courants donc avaient été frappés de la mesure de dissolution. Alors, à la suite de cette mesure, on s'est rendu compte que les camarades du Mogabo ont cessé toute activité sur le plan national ou international, puisque vous avez vu, par ailleurs, ils avaient fait des sorties à l'extérieur. Donc, ils ont cessé donc leurs activités, se soumettant à la discipline du parti, à la décision qui a été prise. Par contre, les ex-camarades de l'héritage et modernité, pour certains, ont justement persisté dans cette violation des règles de fonctionnement. Il n'y a pas une loi, il n'y a pas une norme ou une règle dans les statuts, le règlement du PDG qui dit qu'on peut avoir son mouvement à l'intérieur du parti. Non. Les statuts sont clairs. Il n'est pas permis justement à des courants d'être légalisés au sein de la formation politique. Donc si on va sur cette base légale, on considère ceux qui aujourd'hui se revendiquent d'héritage et modernité comme des indisciplinés. Sur le point des lois et des normes. Tout à fait. Du point de vue des statuts, vous savez, quand vous militez dans une formation politique, dans une organisation, et ces règles-là ne sont pas propres uniquement aux partis politiques, aux formations politiques. Elles sont valables dans le milieu professionnel, elles sont valables dans le milieu sportif. Vous avez des statuts et règlements intérieurs. C'est-à-dire, lorsque nous vivons en communauté, il y a des règles auxquelles nous devrions tous donc être soumis de manière à ce que, parce que ces règles sont impartiales, elles s'appliquent et s'imposent à tout le monde. C'est ça qui garantit justement la sérénité, la stabilité et l'unité dans un groupe. Donc, si des camarades estiment violer ces règles-là, parce que il faut comprendre aussi qu'il y a même des dispositions quitte à comment dirais-je, changer les règles. Il y a des espaces, il y a des instances justement où il est permis de revisiter les statuts d'une formation politique, même d'une nation. On entend parler ici et là sur le continent du changement même des lois fondamentales des pays. Donc, il y a des procédures, vous comprenez. Alors, donc, ce qui est à souligner, c'est que ces camarades-là sont sortis ils ont refusé, n'est-ce pas, de s'aligner ou encore d'emprunter les voies, n'est-ce pas, réglementaires, autorisées, pour pouvoir faire entendre leur voix. Par exemple, s'agissant de la question de l'investiture, je vous ai dit tout à l'heure que l'investiture, selon les statuts, passe par ces étapes-là, notamment la réunion du comité permanent, la réunion du bureau politique, les conseils provinciaux et le congrès national. Alors, ces camarades-là ont brillé, par exemple, lors de ces instances-là, par leur absence notoire, injustifiée, vous comprenez, pour se retrouver après dans une concession familiale pour faire leur déclaration. Alors, je dis, la bienséance aurait voulu que ces camarades-là, n'est-ce pas, prennent part à ces instances-là, au cours desquelles ils avaient la latitude, la liberté de faire entendre leur voix et de voir, effectivement, si la majorité des statutaires, n'est-ce pas, pouvaient adopter leur position et quitte à l'imposer, parce que c'est ça, la démocratie. Peut-être qu'ils pensaient que c'était joué d'avance.
Mais vous ne pouvez pas dire que c'est joué d'avance dans la mesure où c'est une réunion ouverte à tous les statutaires au cours de laquelle vous en faites entendre votre voix. Et dans le PDG, la première procédure pour s'entendre dans ces conditions-là, c'est la conciliation. Si on n'arrive pas à trouver un consensus, c'est le consensus. Donc si on n'arrive pas, on passe par le vote, n'est-ce pas? Monsieur Vouranjami, ils disent qu'ils étaient... Oui, Gina. Dans le document intitulé « Décision portant exclusion du Parti démocratique gabonais » qui est sorti le 9 mars 2016, on a 3 camarades précisément du Parti démocratique gabonais qui ont été exclus du parti. Sauf que lors de la réunion dont vous parlez, dans une concession familiale, on s'est retrouvé avec beaucoup plus que 3 camarades uniquement. Il y en avait plein qui ne sont pas sur la liste, mais qui sont quand même là-bas. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Et est-ce que vous n'avez pas peur que comme une gangrène, en fait, ça gagne petit à petit d'autres militants? Non. D'abord, il faut rectifier ce que vous dites, qu'il y avait plein de camarades. Il n'y avait pas plein de camarades. Le mouvement Héritage et Modernité, lorsqu'il a pris forme, il y avait... c'est un mouvement qui avoisinait, qui regroupait à peu près un peu plus d'une trentaine d'élus essentiellement. Aujourd'hui, ce mouvement, pour ne citer que le dernier événement qui sont organisés, il y avait moins de 10 députés, d'accord? Alors, pourquoi on n'en a exclu que 3 alors qu'il y en a plusieurs qui militaient? Simplement parce que l'article 154 qui fait allusion justement à la mesure, aux batteries de mesures disciplinaires en la matière, montre le niveau, justement, identifie le niveau de responsabilité et les sanctions qui découlent des actions des uns et des autres, du degré d'engagement ou des actions posées par les uns et les autres. Et ces 3 camarades-là ont été identifiés comme étant non seulement les initiateurs ou les concepteurs, mais aussi ceux qui, de manière délibérée, ont franchi les lignes rouges fixées par les statuts du parti, et qu'à ce niveau-là, ayant passé toutes les instances de tentatives de conciliation, et bien la dernière mesure qui restait, c'était l'exclusion. Donc maintenant, est-ce que il y a matière à craindre que les militants suivent ces 3 camarades exclus? Je ne pense pas, parce que comme je vous le disais, je minimise en disant qu'au départ ils étaient une trentaine, mais selon ce qu'on entendait, ils étaient une soixantaine. Voilà, donc ils sont partis d'une soixantaine. Aujourd'hui, il en reste moins de 10 qui se sont affichés. Ça veut dire que au fur et à mesure, dans le temps, les camarades ont jugé la dangerosité justement des propos tenus par ces camarades-là. Au fur et à mesure, ils ont fait machine arrière. Et par contre, les militants, la preuve, c'est que ces ex-camarades ne sont pas de baroudeurs, à mon avis, dans la mesure où s'il en était le cas, il était donc question de le faire en milieu des instances reconnues, n'est-ce pas? Oui, parce que si vous êtes majoritairement suivi, eh bien vous n'avez pas peur de venir dans l'instance justement décisionnelle pour démontrer la capacité à fédérer autour de vous. Et là, la démocratie en interne justement aurait joué son rôle. Mais ces camarades-là ne peuvent pas, avoir opté justement d'adopter la politique de la chaise vide, parce que simplement, ils sont totalement impopulaires dans les instances du parti, et du point de vue de la base, ils sont totalement impopulaires, puisque au regard de ce qui s'est passé dans une concession familiale, d'abord j'attire l'attention des militants pour dire que c'est un manque de considération et de respect aux militants du parti, parce que le parti a un siège. Ils auraient pu solliciter d'aller se réunir au siège s'ils en avaient la capacité politique ou bien la notoriété qui s'imposait. Ils l'ont pas fait. Ils sont allés dans une concession familiale. Et c'est cela que le président du parti, lorsqu'il lance le plan égalité des chances en son axe 5, parlant de la lutte contre les privilèges, mais il s'agit de ça. On est dans un parti politique. On n'est pas dans donc le parti politique a des symboles, il y a un siège et il y a des instances. Donc on doit militer ou faire entendre sa voix à l'intérieur de ces espaces-là qui sont donc reconnus. Donc quand on sort de là pour retourner dans des concessions familiales, parce que nous disons aujourd'hui, c'est que la fin des privilèges
mais y compris les titres fonciers familiaux, où les gens ont pensé hériter de certaines fonctions au niveau de l'administration ou encore du Parti démocratique gabonais, du motif de leur appartenance, affiliation, voyez, biologique. Lors du lancement du programme Égalité des chances, le président parlait des personnes qui ne voulaient pas perdre leurs privilèges et donc qui se battaient en fait pour les garder. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que lorsque le président parlait de ça, en réalité, il s'adressait un petit peu à eux parce qu'aujourd'hui, ils ressortent comme en fait les exemples de ces personnes qui veulent garder leurs privilèges. Mais vous faites là une analyse pointue de la situation. C'est-à-dire que le plan égalité des chances, notamment dans son accent, comme je le disais tout à l'heure, qui prévoit une lutte ciblée contre les privilèges indus. Il faut le préciser, les privilèges indus, donc non mérités. Il faut préciser également au passage que ce n'est pas de la chasse aux sorcières. Il s'agit simplement d'instaurer un système qui fasse que ce soit au mérite que les camarades au sein du parti ou encore les compatriotes au sein des administrations accèdent à certaines responsabilités. Parce qu'au finish, c'est la compétence qui va entraîner de la performance dans les organisations qui feront que notre société se développe. Donc, le plan égalité des gens, c'est un plan qui vise un changement en profondeur, un changement radical de la société gabonaise dans ses pratiques. Et il est évident, nous l'avons prévu, que nous rencontrions des résistances, parce que c'est pas facile de changer les mentalités des gens, parce qu'il y a des gens qui fonctionnent encore avec des mentalités, on va dire, avariées du point de vue de la complexité de la situation géopolitique, économique du pays et de notre continent. On ne peut plus aujourd'hui revendiquer une position au motif qu'on serait fils de tel ou on serait parenté à tel. Ce n'est plus possible. Il faut le mériter, il faut pouvoir présenter des atouts. Et quand on présente des atouts, eh bien tout le monde le reconnaît, ça s'impose à tout le monde. Alors donc, il y a des espaces pour le faire, il y a la manière de le faire, il y a des formes. Et quand on se dit démocrate ou quand on se dit républicain ou quand on se dit légaliste, alors on doit se soumettre justement à ces règles-là. On ne peut pas prétendre être légaliste et sortir des statuts. Les statuts sont clairs, donc pour revenir à cette question, le président du parti est l'unique candidat, à moins qu'il ne le souhaite pas, ou encore s'il est absent ou décédé, ou s'il est jugé inapte. À ce moment-là, il faut élire d'abord un autre président du parti, et qui serait donc porté à la candidature à la présidentielle. Donc, le débat n'est pas à la candidature à la présidentielle, le débat, il faut d'abord le poser au sein du parti. Donc, vous n'êtes pas président du parti, vous ne pouvez pas, à moins là encore, de procéder d'abord au changement des dispositions statutaires qui le sont. C'est cette disposition statutaire qui dit que le président du parti est l'unique candidat du parti. C'est une disposition qui existe depuis la création du parti. Ça n'a jamais évolué, cette disposition n'a jamais changé. D'accord ? Politiquement parlant, c'est quand même des grosses têtes qui partent à la veille du 48e anniversaire et d'un congrès à quelques mois de la présidentielle. Le PDG compte sur quoi après cette petite tumulte-là, on va le dire. Vous parlez de grosses têtes. Les grosses têtes, je ne sais pas ce que vous entendez par grosses têtes. Les grosses têtes, il y en a partout. Le Gabon regorge de grosses têtes. Le PDG regorge des grosses têtes. Et ce qu'il faut, c'est que les uns et les autres, nous comprenions que nous ne sommes pas indispensables. C'est ça. Souvent, comme on le dit, le coq chante au lever du jour, mais ce n'est pas lui qui fait lever le jour, malheureusement. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont indispensables. Et ça, c'est ça qui fait que ils posent des actes au-delà de leurs compétences réelles. Parce que voilà des camarades qui, durant des mois, les instances du parti ont tout fait pour les ramener à la raison. Et je le dis, il faut quand même faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Il faut comprendre qu'il y avait deux mouvements. La naissance d'héritage et modernité l'était conséquemment à l'existence ou à l'activisme du Mogabo.
dans leurs revendications au préalable, c'était de condamner et de fustiger ces comportements ou encore l'existence de ce mouvement et qu'eux, ils pensaient faire mieux que ce mouvement. Alors, vu l'antagonisme, étant donné que c'est tous des camarades dans une famille politique, donc il y avait une nécessité de cohésion, de ramener la sérénité. La décision la plus qui était la plus judicieuse était la suspension, comme on l'a déjà fait par le passé, comme je vous le disais, de la dissolution de ces deux mouvements. Alors, comment expliquez-vous que les autres, donc vous estimez que les autres qui ont suspendu leurs activités étaient des petites têtes et que eux, en tant que grosses têtes, il fallait s'illustrer par des actions négatives, par des actions hors statut? J'estime que lorsqu'on est une grosse tête, ça se prouve par notre capacité à se soumettre au règlement, ou encore lorsqu'on a des atouts à faire valoir, eh bien on les fait valoir dans les normes statutaires, les normes qui sont prévues, et on n'a pas besoin de tenir des langages que je pourrais qualifier de tribalistes, de haineux, non, il s'agit de démontrer notre sagesse, il s'agit de démontrer notre capacité à fédérer autour de nous, et cela malheureusement, je ne peux pas m'aligner sur ce concept de grosse tête, parce que quand on est une grosse tête, ça se voit, ça se vit et ça se démontre, ça s'impose à tout le monde, parce que on ne peut pas être une grosse tête et ne pas pouvoir et s'absenter aux réunions statutaires d'un parti, parce que où vous êtes membre du comité permanent du bureau politique, donc vous devez assister, participer, donc influer de votre position, de vos propositions. Donc si vous décidez de vous absenter et d'aller convoquer les partis, plutôt les militants, dans votre concession familiale, je dis, ce n'est pas ça une grosse tête. Un autre élément, pour revenir à cette cérémonie qui a eu lieu, c'est la présence sur les lieux de tous les leaders politiques dits de l'opposition. Je dis dits de l'opposition parce que ces camarades-là, ils se retrouvent là dans la même sphère. C'est des anciens PDGistes, simplement, qui n'acceptent pas ou qui ne supportent pas ou qui ne sont pas à la hauteur de la démocratisation en interne du parti. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus hériter des choses parce qu'on est petit-fils de tel. On ne peut plus avoir des fonctions parce qu'on est parenté à tel. Il faut pouvoir le mériter. Et ça, il y a des gens qui ne sont pas prêts à l'accepter. Donc, la présence de toutes ces personnalités dites de l'opposition aujourd'hui à cette manifestation démontre que ces camarades donc étaient depuis longtemps en intelligence avec l'adversaire. C'est la preuve, puisque au lieu de mobiliser les militants du PDG, ils ont simplement été capables de mobiliser les militants de l'opposition. Donc ça veut dire que ces gens-là, depuis longtemps, et l'article 154 le dit, que l'intelligence avec l'adversaire est motif d'exclusion du parti. Voyez-vous. Donc, vous ne pouvez pas justifier que vous êtes capable de mobiliser dans le PDG, puisqu'ils se revendiquent, dire que nous, on reste dans le PDG. Mais il fallait donc mobiliser. On aurait vu les membres du comité permanent du bureau politique là-bas. On aurait vu des membres du bureau politique en grand nombre. Donc, à partir de ce moment, on aurait jugé. N'est-ce pas? Et la preuve, c'est que maintenant, vous verrez demain, avec la tenue, n'est-ce pas, du congrès national du PDG. Vous verrez et vous comparez, vous allez vous-même tirer les conclusions de leur capacité à mobiliser. Vous comprenez? Justement, M. Vouranjami, le triptyque du PDG, c'est dialogue, tolérance, paix. Très bien. Après la session qui s'est passée dans le domaine familial de M. Barraud-Chambrier, il a fait une publication sur son mur où il a dit ceci. Une seule personne peut-elle renvoyer 3 députés élus parce qu'elle n'est pas d'accord avec eux pour la démocratie et la gouvernance d'un pays sans même qu'il n'ait été entendu? Là, on met en branle le dialogue prôné par le PDG. La première chose à clarifier ici, c'est que ils n'ont pas été exclus par une seule personne. Ce sont les instances du parti. Je vous ai dit la procédure qui a été suivie, la mise en place d'une commission ad hoc, et ça c'est prévu dans les statuts du parti pour résoudre ce problème. Les décisions qui ont été prises, depuis lors, ces camarades-là ont décidé, malgré tout,
n'est-ce pas? Parce que c'est comme si c'est le distingué camarade. C'est pas un combat entre eux. L'opposition ne se passe pas. Ou la décision n'a pas été prise par le distingué camarade. D'ailleurs, cette décision n'a pas été signée par le distingué camarade. Ce sont les instances du parti. C'est les dispositions statutaires et réglementaires qui le prévoient. D'accord? Et donc, il ne peut pas prétendre qu'ils n'ont pas été entendus dans la mesure où il y a une commission ad hoc qui a été présidée, je vous ai cité les camarades sur la responsabilité desquels cette commission a mené les débats et a rendu, n'est-ce pas, la décision. Donc ces camarades ont été bel et bien entendus, et le fait de persister, de faire des attelages avec l'adversaire a conduit justement le parti dans ses instances les plus élevées, y compris la commission permanente de discipline, à prendre la mesure qui s'imposait dans le cas précis. Il faut même louer le courage des instances du parti qui, à un moment critique ou à un moment sensible, a pris la mesure de la décision qu'il fallait prendre à ce moment-là. C'est-à-dire, justement, il fallait démontrer que le PDG, n'est-ce pas, est une formation politique très bien implantée, et que s'il y a des camarades qui estiment que leur ego est au-dessus pourrait être au-dessus comment dire, des règles, des statuts du parti, eh bien, ça n'en est pas le cas, et la décision a été ferme, elle a été prise, elle a été applaudie, n'est-ce pas, par les militants, par les responsables, les responsables du parti. À partir de ce moment-là, donc, ces camarades, ces ex-camarades, autant pour moi, sont appelés et sensibilisés ici de ne plus faire usage des logos et autres attributs du parti. Dans la mesure. Oui, justement, le parti, les instances du parti vous allez porter plainte? Non, mais il y a des dispositions, nous disons que nous sommes légalistes, c'est-à-dire il y a des dispositions statutaires. Le Parti démocratique gabonais dispose des conseillers juridiques qui sont des avocats et autres, qui, sur ce plan-là, feront leur devoir républicain, qui est celui de faire respecter l'usage des attributs du parti en la matière. Donc, ces camarades-là s'exposent là encore, désormais, à des poursuites judiciaires qui pourraient être engagées vis-à-vis d'eux. Parce que la contradiction se situe au niveau du fait que vous ne pouvez pas ne pas prendre part aux instances du parti, où vous aurez pu faire entendre votre voix, sortir de ces instances, aller dans une concession familiale et porter les attributs de ce même parti lorsqu'il se réunit dans les instances décisionnelles. Vous êtes incapable de venir, parce que c'est cette trouille-là, c'est cette incapacité à fédérer autour d'eux ou de faire entendre leur voix qui a fait que ces camarades-là désistent simplement de leur Donc, comme on dit dans les réseaux sociaux, la peur n'a pas changé de camp. Le PDG n'a pas peur. Le PDG n'a jamais peur, parce que c'était une formation politique très bien implantée. Je ne m'abuserai pas je serais tenté de dire que c'est la formation la formation politique la plus représentée sur l'échiquier politique au niveau des instances du Parlement. Au niveau de l'implantation, c'est la seule formation politique qui se retrouve dans tous les coins et recoins du Gabon et à l'extérieur. Vous le verrez d'ailleurs demain avec la participation des fédérations de l'étranger dans leur motion de soutien au candidat Ali Bongo Ondimba. À partir de ce moment-là, une formation aussi bien implantée ne peut pas avoir peur de trois dissidents qui estiment que ils ont la science infuse, ils auraient la science infuse, ou bien ils auraient la capacité de mobiliser. Maintenant, la capacité de mobiliser, de fédérer, il faut qu'ils la démontrent. Mais en cette période stratégique où justement on a besoin que tous les militants soient regroupés et que tous les militants du PDG, tous ceux qui sont PDG se regardent dans la même direction et soutiennent le candidat pour faire face à vos adversaires qui sont de l'opposition, est-ce que vous ne pensez pas que ça, on est en train d'écarter un petit peu le débat, parce que au final, tout le monde va s'intéresser à la guéguerre au sein du PDG. Mais vous avez dit justement qu'il est important que tous les PDGistes, n'est-ce pas, regardent dans la même direction. Mais qu'en est-il de ceux qui ne sont plus PDGistes? Parce que, madame, on n'est pas PDGiste de nom, on est PDGiste par militantisme. Donc, vous ne pouvez pas prétendre être PDGiste alors que vous êtes en intelligence avec l'adversaire. Donc, il était aussi question pour nous de laguer, n'est-ce pas, les branches mortes, au risque d'empoisonner la grande partie, la majorité des militants. Donc, l'état d'esprit du PDG en ce moment, de la tête du PDG, vous êtes stable.
vous gardez Mais vos... la sérénité est là, elle se démontre. Elle se démontre. La preuve, c'est que la marche du PDG, notamment dans l'articulation de l'organisation du processus d'investiture, n'a pas souffert d'un couac quelque part, voyez-vous. C'est-à-dire, le comité permanent a eu lieu, le bureau politique a siégé, les conseils provinciaux ont eu lieu. Demain, nous avons le conseil national. À partir de ce moment, vous voyez vous-même que la marche du PDG, elle est stable, elle est tranquille. C'est un bateau, n'est-ce pas, qui suit son cap. Et il n'y a rien qui nous sommes totalement confiants. La sérénité, elle est totale. Et nous pensons que ces camarades qui... certainement, à des moments, ont pu être égarés, retrouveront le chemin de la maison mère, n'est-ce pas? Et les procédures existent en la matière pour que leur retour soit admis selon les dispositions statutaires. C'est la seule chose qui reste à faire. Et j'aimerais également préciser que le PDG a vécu des circonstances similaires, sinon plus tumultueuses que celle-ci, parce que ceux qui avaient... déclaré leur départ, souvent, étaient des camarades plus gradés ou encore, on va dire, qui avaient un background en termes de participation ou d'activité au niveau du parti plus élevé que ces camarades aujourd'hui. Vous comprenez? Loin de moi la volonté de tirer une comparaison ou une parallèle entre ses camarades et ceux qui sont partis auparavant. Mais c'est pour dire que le PDG a souvent connu ces moments et souvent c'est naturel, quelquefois normal, parce que il est des moments dans une formation politique ou même dans une famille qu'il y ait des velléités qui se manifestent. Je pense que c'est beaucoup plus, il faut le mettre sur ce cadre-là. L'élection présidentielle, tout le monde a envie d'exister, tout le monde a envie de jouer un rôle, tout le monde veut peut-être être président, mais malheureusement, souvent, il y en a qui ne savent pas se mettre à leur juste niveau, et je pense que avoir le sens de la mesure, c'est important dans la façon de se gouverner quand on est un homme mûr ou quand un homme qui aspire à une stature d'homme d'État. Lorsque quelqu'un qui avait un poste très important dans le PDG, dans le gouvernement même du pays, dans la gestion du pays, dit notre pays va mal sur tous les plans. Comment vous percevez ça? Ça n'engage que cette personnalité, dans la mesure où on ne vient pas au gouvernement pour s'éterniser, il faut le dire aussi. Il n'y a pas un titre foncier gouvernemental, parce qu'il y en a qui pensent que lorsqu'ils sont au gouvernement, ils ne doivent plus en sortir. Vous comprenez? Donc ce n'est pas pour autant, mais ce type-là, cette personnalité aurait dû le dire, n'est-ce pas, par des statistiques prouvées, par des réunions. Et lorsqu'on est responsable justement, et qu'on est dans un département ministériel, il faut avoir le courage de poser son diagnostic et proposer des solutions pour sortir le pays justement de cette situation. Il vous souviendra que le président de la République n'a pas eu du mal, au contraire, il a eu le courage de faire des statistiques, de dresser des statistiques sur la pauvreté, qui était un dossier ou bien un aspect assez critique dans la gestion d'un pays, surtout lorsqu'on est aux commandes d'un pays. Donner des statistiques alarmantes, justement, de la pauvreté dans un pays où vous êtes le chef de l'État, il faut avoir le courage de le faire. Mais non seulement ce courage de le faire, mais aussi la capacité de proposer des solutions. D'où on a mis en place la CNAMGES qui aujourd'hui, je vais dire, soulage les populations, n'est-ce pas, d'un point de vue financier. Il y a eu la mise en place, vous avez vu récemment le président à Rio distribuer des chèques dans le cadre des activités des AGR, donc les activités génératrices de revenus. Donc il y a des stratégies qui sont mises en place pour justement éradiquer la pauvreté donc au Gabon, pour que les Gabonais ne soient plus dépendants, ne soient plus vulnérables, mais qu'ils soient autonomes. Vous comprenez? Donc moi je pense que la stature d'un homme d'État commande justement que l'on dresse un diagnostic de la situation et que on y apporte des solutions. Et ces solutions-là, on les apporte de manière responsable dans les formes requises en tant qu'homme d'État. Merci, Monsieur Cyriaque Vourandjami. Rappelez que vous êtes le directeur de cabinet
politique du distingué camarade président du Parti démocratique gabonais, qui est en même temps président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, avec beaucoup des occupations que vous avez. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Passez une bonne journée. Merci à vous de même. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM